Bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Vous êtes ici dans le cadre d'une action de sensibilisation à la cyberdéfense suite à un partenariat entre Guardea et votre organisation. Nous avons créé pour vous un parcours de cyberdéfense en 4 étapes et nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer cette première étape. Cette première étape consiste à réaliser et à organiser ce webinaire. Euh, L'objectif de la formation est multiple. Nous allons aujourd'hui vous sensibiliser aux risques de la cybercriminalité et aux bonnes pratiques cyber. Je vais intervenir autour de 3 sujets. Dans un premier temps, je vais vous partager l'actualité du moment de telle manière à poser un cadre avant de détailler certains risques majeurs qui vous entourent. Et pour finir, sur les bonnes pratiques du moment à observer dans votre organisation ou dans chaque organisation spécifique. Et on terminera par justement les explications sur la suite du parcours Guardea ECF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le mur de discussion. Vous avez un espace sur lequel je vous invite à poser vos questions ou vos observations. N'hésitez pas, j'y répondrai en fonction du temps qui nous restera à la fin de la présentation. Pour entrer dans le vif du sujet, 4 articles de presse qui définissent parfaitement l'environnement dans lequel vous êtes auquel vous êtes confronté, l'environnement numérique. Pourquoi? Parce que dans l'environnement numérique, toutes vos organisations ont accéléré leur transformation numérique et dans cet environnement, il y a malheureusement des menaces. On appelle ça la cybercriminalité. Vous avez 4 articles qui démontrent qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est très active dans votre secteur d'activité. Donc, si on prend le premier exemple dans la ville de Niort, l'exemple... Pardon, Oui. je me permets, parce que moi, à l'écran, j'ai toujours la première page. Je ne sais pas si les personnes qui assistent sont sur la page avec les articles, mais moi, je suis toujours à la page de garde, première page du PowerPoint. D'accord, et là, ça bouge? Moi, ça ne bouge pas, mais je ne sais pas. On va demander effectivement si vous pouvez mettre dans la barre de discussion, savoir ce que vous voyez à l'écran. Ça serait pas mal parce qu'on a peut-être un petit problème technique. Ouais, Irène qui met comme moi. Donc, Et, manifestement, on est sur allez, la première page. on On a va, un on petit va, souci. on va revenir à l'arrière. Voilà. Je demande 2 petites secondes. Voilà, enfin donc, je vais meubler pendant ce temps, on va faire comme les présentateurs télé. Donc, vous verrez effectivement 4 articles sur effectivement des cyberattaques. Alors après, dans notre profession, vous n'êtes pas sans savoir que certains cabinets ont été attaqués. En avril 2020, un cabinet du nom d'Inextinso, peu connu en France, a subi une cyberattaque en avril, période fiscale. Effectivement, c'était le bon moment. Il y a un autre cabinet champenois, voilà, ça y est, ça s'affiche. Et ben voilà, le cabinet champenois, il est en bas à droite. Voilà. Et ben je vous laisse, Elie. Maintenant, on voit bien effectivement la suite du PowerPoint. Je vais faire un test juste. Est-ce que si je change de page, là, vous le voyez? Ouais, on voit par contre, ce qui est affiché, c'est ce qu'on n'est pas censé voir, c'est-à-dire la page d'avant, la page d'après, avec le timing, tout ça. Mais on voit, ça fonctionne. Ok, ok, ok. Compris. Petite seconde. Excusez-moi pour ce contretemps. Les aléas du direct. Exactement. Et donc, effectivement, là, on voit le CDER, donc cyberattaque, mais récemment, mais un an avant, oui, c'était ça, je crois, un an avant, ils ont eu aussi une attaque au président. Alors là, je révèle rien de confidentiel, c'était dans la presse où ils se sont fait délester de 5 ou 6 millions d'euros. Voilà, donc il y a un an, c'était l'attaque au président, et puis là, une cyberattaque. Alors ça arrive sur ces grosses structures, mais ça peut arriver sur des structures plus petites, puisque nous, on a eu la chance de bénéficier, et j'utilise volontairement le terme bénéficier d'une cyberattaque, en septembre 2020, au moment de notre congrès ECF de Marseille. Et pour la petite histoire, j'étais co-rapporteur et je suis en charge de l'informatique chez nous. Et quand il a fallu monter sur scène le lundi, on était en pleine cyberattaque. Donc, j'étais
en forme sur scène. J'avais effectivement d'autres pensées, des pensées parasites à ce moment-là. Allez, je vous redonne la main. C'est bon, Élie? On est bon? C'est bon pour moi. Donc, Ça marche. je vous prie de m'excuser pour reprendre les propos. Oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'attaques qui touchent les cabinets comptables. On voit bien que les entreprises de moins de 50 personnes, moins de 10 personnes intéressent aujourd'hui la cybercriminalité sur des scénarios frauduleux qui sont plus financiers que techniques. Donc là, vous avez effectivement trois exemples assez forts, enfin deux exemples assez forts de tentatives de fraude financière sur lesquelles les cabinets ou les clients des cabinets se retrouvent lésés d'un certain montant financier. L'exemple sur l'usine digitale vous fait rentrer dans une nouvelle génération d'attaques. Pourquoi? Parce que dans l'exemple de l'usine digitale, c'est une attaque par phishing sur lequel on va essayer de récupérer, enfin les cybercriminels vont essayer de récupérer euh, les droits sur votre compte, sur votre ligne de téléphone mobile. Et une fois qu'ils auront récupéré ces droits, imaginez les répercussions, vous perdez votre numéro de téléphone mobile. Et là, d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneuriat, vous comprenez tout de suite que ça va poser des problèmes. Alors, qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Eh bien, une cybercriminalité en pleine croissance. Pourquoi cette cybercriminalité est en pleine croissance? Pour deux raisons essentiellement. La première est due à la crise sanitaire que nous venons de traverser. Pourquoi? Parce que dans cette crise sanitaire, l'ensemble des collaborateurs ont été obligés de partir en télétravail. Et ceci a eu pour conséquence directe d'imposer aux entreprises de baisser certaines mesures de sécurité pour justement favoriser ce télétravail forcé. Dans un second temps, post-crise sanitaire, eh bien, la cybercriminalité est lancée, se rendant compte que les mesures de sécurité dans les entreprises étant encore faibles, eh bien, s'en donne un cœur joie sur un certain nombre d'entreprises et tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, je veux dire, et surtout tout effectif confondu. Retenons un chiffre, 50 000 euros, c'est le coût médian d'une belle attaque par ransomware aujourd'hui en France sur une PME. Et ça comprend aussi bien des coûts d'investigation, des coûts de réparation, des coûts de communication. C'est un montant, euh, c'est un montant global que je vous présente. Oui, Alors, je vais en profiter en parlant bien sûr. du coût et notamment de l'assurance. Donc, moi, je vais parler de la seule assurance que je connaisse, puisqu'on on adhère à cette assurance. Donc, c'est celle par le courtier Verspiren. Donc, c'est MMA qui assure Verspiren, c'est par le biais du contrat de l'ordre. Donc, il y a une protection, indemnisation cybersécurité en ligne et la ligne, par exemple, pour les investigations, pour effectivement déterminer d'où vient le problème, l'indemnisation est limitée à 50 000 euros. Après, vous avez une deuxième ligne à 120 000 euros. C'est le coût pour remettre effectivement dans le système informatique dans l'état dans lequel il se trouvait avant la cyberattaque, on est à 120 000 euros. Et après, on a les coûts supplémentaires, c'est 30 000 euros. Donc, vous voyez, sur trois lignes, pour la petite histoire, nous, dans notre cas de figure cyberattaque, on a eu le devis pour les enquêteurs, on reviendra plus tard, le devis était déjà à 50 000 euros. Alors, on est une structure relativement importante, mais de toute façon, quand on m'a demandé de signer le devis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'a pas le choix, c'est 50 000. Voilà, et on avait déjà saturé la ligne de l'assurance. Allez, je referme Enfin, non, si, et j'ai un autre élément. Sachez, si vous êtes au contrat Verspiren, qu'il y a la possibilité d'augmenter ces lignes avec des options pour un coût modique, puisque l'option numéro 3, qui permet de tête d'augmenter de 200 000 euros chaque ligne, ça doit coûter 650 euros à l'année. Donc, c'est vraiment extrêmement modique. Je vous redonne la parole, Élie. Très bien. Merci pour ces compléments. Effectivement, aujourd'hui, l'assurance peut être vue comme une solution supplémentaire de protection cyber qui peut aider les entreprises justement à réagir. Pour autant, concernant les assurances et en complément, vous devez répondre à un certain niveau de sécurité aujourd'hui pour être assurable, les assurances ayant relevé leur niveau d'exigence depuis justement les années Covid. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on va attaquer maintenant les risques et on va commencer par les risques sur les réseaux sociaux. Hein, je vais décrire un certain nombre de risques, pas beaucoup, je vous rassure, mais je vais faire en sorte que chaque risque se nourrisse du risque précédent, de telle manière à ce que vous voyez qu'il y ait certains risques qui englobent toute une facette, toute une série d'attaques, toute une série de techniques qui permettent aux cybercriminels de vous
impacter dans vos entreprises. Donc, les premiers risques sont les risques liés aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les réseaux sociaux? Plusieurs exemples. C'est surtout comprendre qu'il y a des faux profils, il y a des personnes mal intentionnées qui soit vont pouvoir prendre le contrôle de comptes sur les réseaux sociaux de personnes que vous connaissez, soit vont intervenir à travers des usurpations d'identité sur et venir vers vous. Deux exemples. Le premier, vous voyez que c'est une personne qui vous parle, que vous connaissez, qui va vous demander 500 euros pour, entre guillemets, faire recoller sa jambe qui vient de tomber de son corps. Pourquoi? Parce qu'il est en Afrique et qu'il a absolument besoin de 500 euros en Western Union immédiatement pour pouvoir faire réparer sa jambe et éviter de mourir. Donc ça, c'est une série de messages que beaucoup de gens ont reçus. Ça reposait sur quoi? Ça reposait sur le fait qu'un de vos contacts avait perdu le contrôle de ses réseaux sociaux et une personne mal intentionnée en avait pris possession et commençait à diffuser des messages en vue de récupérer des fonds. Dans le deuxième exemple, la Clio, c'est un exemple encore plus parlant. Pourquoi? Parce que cette Clio doit être achetée 2 à 3 fois par semaine en France, essentiellement par des personnes âgées ou des jeunes de 18 à 20 ans souhaitant acquérir un premier véhicule. Donc, si on regarde bien, si on fait un petit focus justement sur ce véhicule, on s'aperçoit que Florence Christelle Lebourg n'existe pas, que derrière ce visuel sur lequel vous voyez une femme avec des enfants, eh bien, il y a un homme, et que dans les premiers échanges, on vous enverra les supports de formation pour aller regarder d'un peu plus près, un peu plus à la loupe. Vous verrez que dans les premiers échanges, le cybercriminel refuse le contact téléphonique et favorise un contact écrit de telle manière à essayer de répondre à l'ensemble des questions de la victime sans forcément pouvoir l'appeler. Le but étant de lui soutirer des fonds en vue de réserver un véhicule. Donc ça, c'est un exemple assez basique, hein, assez gentil. Mais comprenez que sur les réseaux sociaux, les gens qui vous parlent ne sont pas forcément les gens que vous connaissez. Donc faites attention en fonction de ce qu'on vous demande ou de toute demande vous pourriez juger anormal. Et bien sûr, ça s'applique aussi bien sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. En parlant de LinkedIn, justement, je souhaite vous montrer deux autres exemples qui illustrent parfaitement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc là, par contre, sur ces deux exemples, on va attaquer les attaques par phishing. Les attaques par phishing, c'est une attaque qui vise à soutirer votre mot de passe en en étant, je dirais, le plus habile possible. Pourquoi? Parce qu'à gauche, vous avez un faux message LinkedIn et à droite, vous avez une fausse page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces cybercriminels, dans ces deux exemples? Eh bien, ils cherchent à faire peur et ils cherchent surtout à récupérer un mot de passe. Avant d'en venir aux attaques par phishing, faisons un petit point sur les réseaux sociaux. Donc, les bonnes pratiques concernant les réseaux sociaux, c'est la vigilance. La vigilance, pourquoi? C'est pas la vigilance envers tout et tout le monde, c'est surtout la vigilance dès qu'on va vous donner quelque chose d'anormal. Donc quelque chose d'anormal, c'est vous envoyer un fichier, vous envoyer un lien d'une personne que vous ne connaissez pas et cliquer. Comportement anormal, c'est vous demander des fonds alors que d'habitude on ne vous demande pas d'argent. Comportement anormal, c'est une personne qui vous fuirait alors que vous voulez la contacter. Donc, retenez un petit peu les exemples que je vous ai donnés et partez du principe que les collaborateurs de l'entreprise, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est préférable qu'ils y aillent avec leur smartphone. Pourquoi? Parce que imaginez qu'ils se connectent depuis l'ordinateur de l'entreprise, et ben, si le cybercriminel venait à leur communiquer un lien entre midi et deux et que la personne cliquait, elle infecterait de fait le réseau informatique de l'entreprise, à commencer par son poste de travail. Donc, soyez conscients que les cybercriminels savent très bien que du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, en règle générale, les adultes sont dans une entreprise. On va passer maintenant au risque suivant, qui est le risque de phishing, et on va se rappeler les exemples précédents, à savoir le message sur LinkedIn et le faux message Facebook. Donc là, je vais vous montrer 3 exemples. Allez, je vais vous en montrer un peu plus, mais la question qu'on va se poser tous ensemble, c'est que vous avez à l'écran 3 exemples de phishing. Et donc le phishing, pour rappel, c'est
vous faire croire qu'on est quelqu'un, envie de vous retirer, de vous soutirer le mot de passe sans que vous posiez de questions. Donc pour ça, les techniques d'usurpation sont légendes. Usurpation pour faire une fausse page internet, usurpation pour faire un faux email, usurpation aussi pour vous appeler et faire afficher le numéro de téléphone que l'on souhaite à l'écran de votre smartphone. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les cybercriminels cherchent à acquérir un mot de passe en faussant le site des impôts, en faisant des faux emails de l'assurance maladie ou en faisant des faux emails Guardea. Sur Guardea, vous avez un exemple réel où pour vous prouver que même nous sommes visés. Je vous montre quand même deux autres exemples, une autre série d'exemples. Et toujours la même question. Là, vous avez des exemples d'attaques de phishing par SMS. Donc, les SMS que vous avez tous peut-être reçus, c'est votre compte CPF, vous avez reçu un colis ou bonjour, je vous ai appelé, rappelez-moi, etc., etc. La question qu'on va se poser, qu'est-ce que les pirates cherchent? Eh bien, les pirates cherchent à exploiter les mauvais comportements des utilisateurs du numérique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que encore plus de 50% des utilisateurs, il doit y en avoir parmi vous, utilisent le même mot de passe pour différents sites Internet. Alors c'est quand même assez rocambolesque parce que dans la vie réelle, on comprend tous qu'une serrure égale une clé, alors que dans la vie numérique, on s'accorde le fait qu'une clé est égale à plusieurs serrures. Et là, vous venez de comprendre pourquoi les cybercriminels font autant d'attaques de phishing, pourquoi ils vont jusqu'à faire un faux site des impôts, c'est pas pour payer les impôts à votre place. Pourquoi ils vous font croire que l'assurance maladie vous doit de l'argent, c'est pour récupérer ce mot de passe magique. Alors, on fera plus tard un focus sur la sécurité des mots de passe, mais considérez que s'ils récupèrent ce mot de passe, ils vont le jouer par ailleurs, et donc euh, si aujourd'hui il y a autant d'attaques de phishing, c'est parce qu'il y a encore trop nombreux utilisateurs qui utilisent le même mot de passe pour des services complètement différents. D'accord? Le développement des attaques de phishing par SMS est dû au fait que vous ne pouvez pas avoir les mêmes moyens de contrôle sur un smartphone que vous pourriez les avoir sur un écran d'ordinateur ou sur un ordinateur. On le verra après par la suite. Donc là, sur les exemples de phishing SMS, vous voyez très clairement qu'à gauche, eh ben, on va usurper l'identité du Crédit Agricole en se faisant appeler Urgence CA pour Crédit Agricole, alors qu'à droite, ben, ils cherchent même plus à changer à usurper le numéro de téléphone et il vous affiche un numéro de téléphone qui est le téléphone d'une carte SIM qui a été acquise normalement, payé en espèces et qui sert à envoyer des SMS de manière illimitée. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir sur les attaques par phishing? Ben déjà, on va retenir le fait que on n'utilise plus aujourd'hui le même mot de passe pour différents sites Internet. Hein. C'est pas possible, c'est quelque chose qui se fait pas en 2023 et que vous devez arrêter ou vous devez faire arrêter cette pratique au sein de votre entreprise. Le deuxième réflexe ou la deuxième bonne pratique qu'on va retenir, c'est toujours en 2023, tous les services informatiques dont je vous ai montré des écrans, hein, par exemple les vrais sites, hein, les impôts, l'assurance maladie, OVH, ne vous demandent jamais de retaper votre mot de passe pour valider une opération. Donc en 2023, cela n'existe pas dans des sociétés normales avec des services informatiques qui savent travailler. Le seul service aujourd'hui où on vous demande votre mot de passe pour valider une opération, c'est un distributeur de billets. Et hormis cela, euh, les sites normaux, les sites classiques, les sites d'e-commerce que vous visitez ne vous demanderont jamais votre mot de passe pour valider une opération. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point qui est intéressant de relever, c'est que c'est facile de vous dire ne communiquez jamais votre mot de passe, mais comprenez aussi que vous ne devez jamais accepter de changer votre mot de passe par un autre qui vous est donné. Donc les techniques d'attaque sont les suivantes. Les cybercriminels se font passer pour un service informatique qui doit faire une opération de maintenance et donc pour opérer, vont demander à l'utilisateur de renseigner le mot de passe de maintenance. Mais une fois que le mot de passe de soi-disant de maintenance est enregistré, l'utilisateur perdra immédiatement sa session. On reviendra après on reviendra après sur la protection des mots de passe. Toujours très important, la vigilance n'exclut pas le partage. Et je vous invite à toujours échanger entre collaborateurs sur des comportements anormaux que vous subiriez, soit par mail, soit par appel, et soit
pour vous demander un mot de passe, soit pour vous demander des choses un peu différentes comme effectuer un virement ou changer un RIB. Ce sont des attaques du moment qui sont assez fortes. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que dans vos structures, favorisez la communication autour des phénomènes d'insécurité. Hein. C'est quelque chose qui marche assez bien et qui permet surtout à une entreprise de, je dirais, favoriser le fait qu'on ne puisse pas être impacté facilement. Le dialogue et la communication favorisent les bons réflexes. Continuons maintenant sur une troisième typologie d'attaque. Donc, vous avez vu, on a commencé par les réseaux sociaux, on a continué par le phishing. Donc là, on est sur des techniques d'usurpation sur les réseaux sociaux, le phishing, technique de falsification. Et là, on attaque les attaques par ingénierie sociale. Donc, les attaques par ingénierie sociale, c'est peut-être celles qui, aujourd'hui, font beaucoup de bruit pour deux raisons. Les montants financiers sont assez importants et la deuxième raison, c'est que ce sont des attaques qui sont très facilement, dont il est très facile de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'elles ne demandent pas de compétences techniques fortes. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour usurper l'identité d'un chef d'entreprise, écrire un service comptable, usurper l'identité d'un avocat, toujours écrire à ce service comptable et prétexter le fait que euh, l'avocat opère dans le cadre d'une action secrète et confidentielle dans laquelle il faut aller bien sûr très très vite et qui est bien sûr stratégique et capitale pour la survie de l'entreprise. Donc vous voyez que les cybercriminels dans ce genre de scénario mettent leurs victimes sous cloche avec une force pression psychologique, le but étant de faire retirer de l'argent et de faire virer un certain montant du service comptable vers des faux comptes qui seront bien sûr, dont bien sûr l'argent ne sera pas retrouvé. Alors un petit focus particulier sur cette typologie d'attaque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les cybercriminels ont compris que cette attaque ne marchait plus. C'est-à-dire usurper l'identité du chef d'entreprise pour dire voilà, on va acheter une entreprise que personne ne connaît, virer 100 000, virer 200 000. Alors, on a vu les exemples auparavant, ça marche dans certaines entreprises, ça marchait encore l'année dernière. Aujourd'hui, les nouvelles attaques que l'on observe chez Guardia sont différentes. Ils vont attaquer, le cybercriminel va attaquer, allez, prenons votre exemple, société d'expertise comptable. Donc, le cybercriminel va attaquer vos collaborateurs ou vos collaboratrices pour avoir des informations sur une information. Alors, sur une société. Alors, on va partir du principe que c'est la vôtre ou que c'est la société d'un client, on va dire la société André. Donc, le cybercriminel va demander en fait la liste de, de toutes les factures clients en cours de la société André. Donc, si on ne fait pas attention, on ne se pose pas de questions, on se dit, bon, c'est un membre du comité de direction, on va opérer, on n'a pas l'habitude de discuter avec lui, on voit bien que c'est son email, on lui envoie. Sauf que ce n'était pas son email, c'était une technique d'usurpation et de falsification. Que va faire le cybercriminel avec la liste des factures clients en cours? Eh bien, il va appeler chaque client et il va euh, prétendre que la société à qui on doit de l'argent vient de changer le RIB. Et il va faire changer le RIB de la société de telle manière que les clients vont virer après l'argent sur ce faux compte. Donc on s'aperçoit quoi à travers cette nouvelle typologie d'attaque? C'est que les cybercriminels, au lieu de prendre de l'argent directement dans la société A, vont contacter toutes les sociétés clientes de la société A et ils vont dire à ces sociétés que la société A vient de changer de RIB. Donc, le temps que la société A s'en rende compte, on a dépassé les délais interbancaires, l'argent ne sera pas récupéré, les clients devront payer deux fois. Donc là, qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez de l'insatisfaction client. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement un client qui n'a pas honoré sa dette au niveau de la vraie entreprise. Deuxièmement, vous avez une relation commerciale qui vient tout de suite d'être effritée. Et tout ça pourquoi? Pour des problèmes de cybersécurité. Alors, si je fais un focus rapidement on pourra en parler longtemps, sur ces cas de fraude qui, je le répète, touchent aujourd'hui beaucoup d'acteurs, toujours pareil, la vigilance, le partage, l'échange, euh, et dès qu'on a un doute, il existe une technique qui est
assez simple, qui repose sur le bon sens, c'est de vérifier l'identité de son interlocuteur. Donc, si demain vous avez une demande de changement de RIB, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous notez sur un papier la demande de changement de RIB, hein, vous ne l'opérez pas sur Internet, sur votre système informatique si vous avez un doute. Et une fois que la personne aura accroché, ben, c'est vous qui allez rappeler l'entreprise et qui allez demander cette personne. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous allez, bien sûr, contrecarrer des techniques de falsification d'un appel téléphonique. Mais vous ferez pareil pour un email. C'est-à-dire, au lieu de répondre à un email frauduleux, vous allez ouvrir un nouvel email et vous allez écrire vous-même le mail. De la même des manières que si vous receviez, juste pour faire un pont en arrière, un mail d'Amélie ou un mail de votre banque qui dit que vous avez un problème, ne cliquez pas sur le mail, ne cliquez pas sur les liens, ouvrez une fenêtre sur Internet et tapez vous-même l'adresse d'Amélie ou l'adresse de votre banque et vérifiez par vous-même que ces institutions ne vous demandent rien. Donc, on a vu les attaques par phishing, on a vu un petit peu toutes ces attaques intelligentes. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment dans les attaques techniques, mais qui associent aussi des techniques de manipulation de masse, on va dire, autour de la falsification, l'usurpation d'identité. Tout ça pourquoi? Pour vous parler de vos mots de passe et ce fameux mot de passe magique. Donc, pour ceux qui ne se seraient pas encore fait voler leur mot de passe magique par des techniques de phishing, sachez qu'il est possible de se faire voler son mot de passe magique à partir du moment où on l'a saisi quelque part sur un site et que ce site internet ne possédait pas les niveaux de sécurité de votre banque, de votre syndicat ou de toute organisation qui a les moyens de gérer de manière saine son informatique. Premier écran, ben, les pires mots de passe, on ne va pas y revenir. Je ne vais pas faire de commentaires sur le sixième qui s'appelle Marseille. Je pense que du Marseille bashing, mais peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 démontre assez bien pourquoi c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde. C'est parce qu'il y a une certaine utopie au niveau des utilisateurs du numérique qui pensent que c'est le mot de passe pour toutes les serrures. Sauf que vous êtes tellement nombreux à le penser qu'aujourd'hui, c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde, mais pour autant le plus connu des cybercriminels. Sur l'écran de droite, vous avez quelque chose par contre de plus intéressant. Vous avez en fond d'écran une liste, hein, une copie d'écran d'une liste. Donc, d'où vient cette liste? Cette liste, c'est la base de données des utilisateurs d'un site Internet qui se sont connectés à un moment et qui ont tapé un mot de passe. Alors, vous comprenez que si ce mot de passe que vous tapez, que si les mots de passe qui ont été tapés sur ce site internet sont les mots de passe, entre guillemets, magiques qu'un utilisateur pense avoir et être le seul à détenir, eh ben, c'est là que commence la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que déjà, comprenez que vous avez dans votre vie numérique plusieurs voyages à effectuer, hein. Voyage personnel, voyage professionnel, tout ça pour autant, vous vous connectez à plein de sites internet et sur certains sites internet, on vous demande de vous inscrire avec des mots de passe. Donc, quand vous mettez votre mot de passe magique sur le site de la FNAC ou de Darty, OK, on va être tolérant, tout va bien. Mais quand vous mettez le même mot de passe sur l'association sportive du volleyball des enfants ou la réservation d'un restaurant ou je sais pas, d'un théâtre pendant vos vacances à titre de loisir, vous voyez bien que là, le même mot de passe a été stocké sur des sites internet totalement différents et qui possèdent un niveau de sécurité qui est complètement aussi différent. En bas à gauche, vous avez une copie d'écran de John the Ripper, qui est l'outil pirate, l'outil cybercriminel le plus utilisé et qui est spécialisé dans quoi? Le cassage des mots de passe extraits d'une base de données d'un site internet. John the Ripper, pour information, c'est un logiciel qui existe depuis plus de 20 ans. En bas à droite, vous avez le tableau de performance de John the Ripper qui explique que si vous avez un mot de passe qui est composé que de minuscules et de majuscules et aussi avec des chiffres, hein, et qui comporte à peu près 8 caractères, eh bien, il faut 1 heure pour John the Ripper pour casser le mot de passe et le déchiffrer. Donc là, vous voyez aussi à travers ce tableau que si vous voulez avoir un mot de passe qui résiste à John the Ripper, ben, il faut attaquer déjà à partir de 10 caractères. Et que si à un moment vous mélangez lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, on commence à être sympa. Pourquoi? Parce que John the Ripper ne saura pas vous déchiffrer parce qu'il lui faudrait 5 ans. Un cybercriminel passe entre 1 heure et 3 heures sur une base de données extraite d'un site internet, pas plus. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir des mots de passe valorisables. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ces mots de passe?
Ces mots de passe, une fois qu'ils ont été déchiffrés, ils vont passer à une moulinette et le cybercriminel va chercher à valoriser le mot de passe pour revendre le mot de passe. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché de la cybercriminalité. Vous voyez bien que tout comme il y a des marchands de légumes aujourd'hui, il y a aussi des marchands de vin. C'est pareil dans la cybercriminalité. Vous avez ceux qui ont volé les mots de passe pour pouvoir les revendre en masse. Donc quand ils les revendent en masse, ils essaient de les valoriser. Donc, votre mot de passe et la combinaison avec votre email va être testé sur plusieurs centaines de sites, des sites financiers, des sites de loisirs, des sites des réseaux sociaux, de telle manière à dire que le mot de passe que je vends là à l'instant T, c'est le même mot de passe qui fonctionne sur PayPal que sur Facebook, que sur LinkedIn. Et sur PayPal, il y a même 500 € de crédit. Donc, le mot de passe, tout de suite, va se vendre minimum 150 €. Tout ça parce que vous avez des équipes cybercriminelles qui sont spécialisées dans le acheter des choses sur Internet et se les faire livrer pour les revendre, etc., etc. Donc, acheter un compte PayPal qui n'appartient pas à la personne, ce sont des choses qui savent faire pertinemment. Je continue. L'écran bleu, Have I Been Pwned, c'est très intéressant. C'est un service américain. Je vous invite à vous y connecter. Pourquoi? Pour vérifier le nombre de fois où votre mot de passe a été vu sur le dark web. Le mot de passe, enfin votre authentifiant plus exactement, a été vu sur le dark web, c'est-à-dire l'authentifiant, c'est la combinaison du l'email et le mot de passe. Et là, vous allez vous en rendre compte que c'est pas bon. Donc les personnes qui ont le même mot de passe pour plusieurs services Internet, il faut arrêter, il faut comprendre que le mot de passe, c'est comme une clé et que chaque serrure a une clé différente. Donc tout de suite, on dissocie les usages professionnels des usages personnels et je vais vous donner tout de suite une technique pour mémoriser un mot de passe assez facilement. Bon, on aime tous quelque chose, ou on déteste. Voilà, on va rester optimiste. Donc, moi, je vais partir du principe que j'aime le bleu. Le deuxième point, on connaît tous un chiffre qu'on aime. Ça peut être une date de naissance, ça peut être le numéro d'une rue, ça peut être une année, un département, peu importe. Moi, je vais dire 1998 par rapport au football. Et on aime tous un caractère spécial, on connaît tous un caractère spécial. Si je ferme les yeux, je vais dire arrobase. Donc, mon mot de passe, c'est l'association de tout. J'aime le bleu 1998 arrobase. Je sais que John the Ripper n'aime pas quand il y a des minuscules, des majuscules, successions, tout ça. C'est tout ce qu'on a, sauf qu'il va falloir ajouter des majuscules et on va mettre une majuscule devant chaque début de mot. Donc, j'aime le bleu 2023 arrobase, J majuscule, A majuscule, L majuscule, B majuscule. Terminé. J'ai un mot de passe qui dure plus de 5 ans. On verra après comment faire du versionning de mots de passe parce que ça sert à rien d'avoir un mot de passe unique, on l'a vu, mais ça peut être par exemple le mot de passe unique que vous vous rappelez et qui va ouvrir votre coffre-fort à mot de passe. On y viendra par la suite. Un dernier exemple d'attaque qui est peut-être les attaques c'est l'attaque qui a fait très mal à votre je ne vais pas dire partenaire, mais votre homologue in extenso, ce sont les attaques par ransomware. Donc pourquoi c'est l'attaque la pire? C'est l'attaque qui va vous éprouver le plus. Les autres attaques, si vous êtes bien accompagné, s'il y a de la fraude financière, on arrivera à récupérer des fonds, on peut arriver à récupérer des fonds, vous pouvez arriver à bien identifier la problématique en amont. Sur les ransomware, c'est un peu plus dur. Pourquoi? Parce que quand l'attaque s'opère, elle va vous éprouver jusqu'à éprouver votre stratégie de sauvegarde de vos données business, de vos données personnelles, etc., etc. L'exemple de gauche, vous avez une copie d'écran, comme l'exemple de droite. À gauche, c'est un exemple qui attaque un réseau informatique, tout un réseau informatique avec plein d'ordinateurs. Ça peut être 2, 3, ça peut être aussi des centaines. À droite, vous avez un exemple sur une attaque sur un seul ordinateur et qui ne se répand pas sur le réseau. Dans les deux cas, vous avez des gentils cybercriminels qui vous disent que c'est impossible de déchiffrer
c'est impossible de désactiver l'attaque, c'est impossible de réparer sans eux, et qui vous attendent avec toute leur équipe support et service client sur le dark web pour pouvoir échanger avec vous et trouver la meilleure solution pour réparer le sinistre qu'ils viennent de causer. Donc je vous dis ça avec beaucoup d'humour, pour autant c'est vrai. Pourquoi ils vous attendent sur le dark web? C'est parce que c'est le seul endroit sur lequel ils vont pouvoir assurer leur confidentialité. Donc, de quoi vous allez parler? D'un montant de la rançon, vous allez avoir leur support pour pouvoir acheter des bitcoins et pouvoir les payer, etc., etc. Et pour après espérer recevoir un code et donc retrouver l'accès à vos données. Donc, sur l'exemple de gauche, comme je disais, ça touche tout un réseau informatique. Sur l'exemple de droite, ça touche qu'un seul ordinateur. Donc, attention, on y viendra par la suite, mais ce genre d'attaque peut tout simplement couler l'entreprise. Imaginez, vous êtes donc expert comptable, demain vous n'avez plus accès à aucune donnée client et vous n'avez pas de moyens de les récupérer et vous n'avez pas les moyens de payer une rançon. Imaginez-vous repartir vers l'ensemble de vos clients en disant j'ai plus vos données, pouvez-vous tout me renvoyer? Je pense qu'en termes de satisfaction client, c'est pas top et qu'arrive un moment où certains chefs d'entreprise, au lieu de tout reconstruire, regardent ce qu'ils ont en compte, regardent ce qu'ils ont en trésorerie et dans certains cas vont préférer clôturer une activité et en commencer une autre. Donc ça, vous l'avez beaucoup dans les e-commerçants. Il n'y a pas besoin de changer de magasin pour changer d'activité. Alors, Oui, je vais me permettre de faire part bien de sûr. notre expérience, puisque nous, c'est ce qu'on a eu donc, il y a un an et demi, 2 semaines et demie d'arrêt. Au bout de 2 semaines et demie, on a rattaqué en mode dégradé. Heureusement, depuis 2010, nos serveurs sont dans un data center et ça a permis de tester la sauvegarde, puisqu'effectivement, manifestement, les sauvegardes étaient bonnes, puisqu'on a pu repartir grâce aux sauvegardes. Mais entre le temps d'analyse des enquêteurs pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir comment on peut repartir, c'est 2 semaines et demie. Et ce que nous disaient les spécialistes, c'est que 2 semaines et demie, c'était finalement un délai relativement court vu notre taille. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas perdu de données sauf le jour de l'attaque, enfin le jour de l'attaque, donc finalement une seule journée de perdu, et que comme c'était notre première cyberattaque, les clients ont été hyper compréhensifs. Bon, au bout de 2 semaines et demie, ils commençaient à s'impatienter, mais une chose est sûre, c'est qu'on a pris conscience que ça nous est arrivé une fois, faut pas que ça nous arrive de nouveau. Alors, dans les mois, dans les années qui viennent, peut-être dans 10 ans, il y aura peut-être d'autres choses. Les clients auront changé, auront oublié. Mais effectivement, si jamais ça nous arrive une deuxième fois dans des délais relativement courts, il est pas exclu qu'on perde une partie de notre business. Donc ça, c'est notre exemple, mais ça peut effectivement vous arriver également. Oui, tout à fait. Ce sont des très bons exemples sur les délais de, de réparation, effectivement, chez Guardia. Je n'en ai pas fait état, mais on gère tous les sinistres des sociétés assurées chez Allianz. En règle générale, donc on met moins de 2 semaines, mais je ne vais pas faire de points relatifs par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'aujourd'hui, les cybercriminels attaquent les sauvegardes. Et lorsqu'ils s'introduisent sur des réseaux informatiques, la première chose qu'ils vont rechercher, ce sont où sont les sauvegardes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, justement, dans l'exemple qui vient de vous être donné, que pour éviter de payer une rançon, eh bien, il suffit d'aller chercher les sauvegardes. Donc, si les sauvegardes sont sur le même réseau informatique que le reste, faites très attention parce que c'est peut-être la pire des situations. Pourquoi? Parce que vous n'aurez même pas de sauvegarde. Donc, pensez bien on le verra par la suite, mais pensez bien à sécuriser vos sauvegardes. L'exemple que je voulais vous montrer maintenant, c'était l'exemple de phishing. Vous voyez. Donc, par où arrive le ransomware? Par deux moyens, par email ou par intrusion, c'est-à-dire vous ne le voyez même pas, c'est s'introduit sur le réseau informatique. Et ce sont encore une autre typologie d'attaque. Mais lorsque ça arrive par email, rappelez-vous des exemples de phishing, rappelez-vous de tout ce qu'on a parlé auparavant, les techniques d'usurpation, de falsification. À gauche, vous avez le faux email et à droite, vous avez l'explication du faux email, sauf que vous êtes sur un ordinateur et pas sur votre smartphone. Donc,
lorsque sur votre smartphone, vous lisez quelque chose d'anormal, attendez d'être sur un ordinateur pour faire quelques vérifications. Dans l'exemple présent, il suffit de passer avec sa souris sur l'email ou sur le lien qui vous est partagé pour voir tout de suite que ce n'est pas l'email qui est affiché et que ce n'est pas le lien qui est affiché qui est proposé. Donc, il est évident que dans l'exemple aussi que vous avez sous les yeux, que vous pouvez voir que les cybercriminels mettent une pression psychologique, font croire que, donnent envie de cliquer, tout ça pour faire en sorte que le ransomware rentre dans l'entreprise. Alors là, concernant les ransomware, ben, la vigilance est encore plus de mise. Euh, Respectez la politique de sauvegarde, ou si vous n'avez pas de politique de sauvegarde, définissez-en une, pardon, qui prenne en compte le fait que demain on peut attaquer vos sauvegardes. Donc si vous réfléchissez à quelle est la solution qui peut faire en sorte de protéger une sauvegarde contre tout type d'attaque, eh bien, c'est de l'avoir sur un support et qu'il soit déconnecté d'Internet. À partir de là, ils la trouveront pas. Si elle est sur Internet, attention, ne prenez pas les cybercriminels pour des enfants de cœur, c'est une vraie activité pour être sûr. J'espère. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Parce que c'est bien, c'est dangereux, attention, pour autant vous devez regarder à l'horizon et sans tout le temps regarder vos pieds pour éviter de tomber. Donc, on va retenir 6 points qui sont essentiels dans cette première étape de votre parcours. Le premier point, c'est que vous devez tous, je dis bien tous, encore plus par rapport à la particularité de votre profession, détenir un gestionnaire de mots de passe. Et je vais être assez excessif en disant que vous devez tous détenir cela. Qu'est-ce que c'est un gestionnaire de mots de passe? C'est un coffre-fort dans lequel vous allez mettre vos mots de passe. Et le seul mot de passe que vous devez vous rappeler, c'est le mot de passe qui ouvre le coffre-fort. Donc, j'aime le bleu 2023 arrobase, ça devrait suffire à protéger votre coffre-fort dans lequel vous mettez plein de mots de passe compliqués, mais vous n'avez plus besoin de les mémoriser parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires de mots de passe sont intelligents. Quand vous arrivez sur un site Internet, eh bien, votre ordinateur va se rappeler que vous avez un gestionnaire et va aller chercher dans le gestionnaire votre mot de passe. Vous n'avez même plus à le saisir, tout se fait tout seul. La deuxième bonne pratique, c'est de comprendre que pour lutter contre une crise sanitaire, on a demandé à beaucoup de gens de se laver les mains et de mettre des masques. Et ben, pour lutter contre la cybercriminalité, comprenez que l'équivalence de se laver les mains, c'est avoir un système informatique à jour. Avoir un système informatique à jour, ça veut dire que tous vos supports, toutes vos applications, vos ordinateurs, comme euh, Word, Excel, comme les smartphones, tout doit être à jour. Il sort par an à peu près 4000 vulnérabilités non patchées, 4000 vulnérabilités pour lesquelles tous les éditeurs vont faire des patchs de sécurité. Si vous ne les appliquez pas, vous avez un système d'informatique qui est malade. Plus il est malade, plus il reste qu'un jour de vous dire je reste à la maison, je ne peux pas venir travailler. Beaucoup d'images, hein, mais je pense que vous comprenez. En troisième bonne pratique, l'antivirus EDR. Donc depuis 2-3 ans, vous avez des nouveaux antivirus, nouvelle génération, plus intelligents, qui vont chercher à comprendre qui vous êtes, qui vont chercher à comprendre comment fonctionne votre informatique de telle manière à détecter des comportements anormaux. Qu'est-ce que sont des comportements anormaux? Eh ben, un système d'information qui, à 2 heures du matin, envoie une base de données de 1 giga vers l'extérieur. Ben, l'antivirus va le bloquer. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, c'est pas normal. Donc, dans le doute, je vais le bloquer et je vais attendre des heures normales pour demander si je dois le débloquer. Le quatrième exemple, euh, améliorer, augmenter votre vigilance sur les comportements anormaux. Arrêtez de croire que les cybercriminels font que de la falsification d'emails. Aujourd'hui, ils falsifient tout, des SMS, des appels, les réseaux sociaux, tout. On peut vous appeler en faisant afficher votre numéro de téléphone. D'accord? On peut vous appeler en faisant afficher le numéro de téléphone de vos enfants à partir du moment où on l'a. Tout comme on pouvait vous envoyer un mail en affichant le mail que l'on voulait. Donc,
soyez bien conscient de ce qui se passe et au fait des dernières techniques d'attaque. L'avant-dernier point, c'est d'être conscient que votre informatique évolue dans un cadre légal que vous devez respecter. Alors, on connaît tous le cadre légal relatif à la gestion des données personnelles, la directive européenne, le RGPD. Il y a d'autres obligations légales plus relatives à la sécurité de vos systèmes d'information qui existent. Je vais citer la loi Godefrin, qui impose toute entreprise à veiller à la sécurité de son système d'information sous prétexte d'une amende, je crois, de 300 000, de 50 000 euros ou 30 000 euros, je ne sais pas. Mais imaginez que si demain vous êtes victime d'une attaque et que à travers vous, on attaque d'autres entreprises, ben, les autres entreprises vont venir chercher des responsabilités chez vous et voir si justement on peut pas faire en sorte que ce soit vous qui soyez responsable de tous les dommages et donc en subissez les conséquences. La dernière bonne pratique, et c'est peut-être la plus importante, hein, si on prend tous les exemples dont on a parlé, c'est que à compter de lundi, vous devez savoir réagir en moins de 2 heures. Et c'est ça, être un chef d'entreprise averti. Et averti par rapport aux outils que vous utilisez. Vous utilisez des outils qui peuvent être dangereux pour votre activité. Ok, très bien. Là n'est pas le problème. Vous devez savoir vous secourir en moins de 2 heures. Donc, prenons des scénarios simples, hein. Vous le verrez dans le parcours cyber qui vous est proposé par ECF. Mais si demain l'entreprise brûlait, ben, vous réfléchiriez à comment reconstruire votre entreprise. Ben, c'est pareil pour l'informatique. Si tout d'un coup, vous n'avez plus accès à vos données, comment vous faites? Si tout d'un coup, c'est une autre personne que vous qui a accès à vos réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, vous perdez le contrôle de votre site Internet, qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, vous avez des clients qui vous disent, mais pourquoi vous avez accepté de changer mon RIB? Eh ben, vous savez, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour vous y aider, euh, ça tombe bien parce que vous avez encore 2, 3, 4 niveaux chez ECF à parcourir. Je répondrai après à vos questions hein, sur les bonnes pratiques et sur les critères, mais l'heure avançant, je veux être sûr de pouvoir tout vous décrire. Donc, dans la suite du parcours, l'amélioration et la sécurisation de vos organisations, c'est un parcours qui a en 4 étapes. La première étape, on est en train de la terminer. C'est une étape c'est de l'information, c'est du partage d'informations, du partage de connaissances qui vise à vous faire comprendre les risques, qu'il existe quand même des gestes qui sauvent. Et après, pour aller plus loin, on va passer aux prochaines étapes. La prochaine étape, c'est que vous allez bénéficier, je vais vous envoyer un mail sur lequel vous allez bénéficier de 12 mois d'assistance chez Guardea grâce à ECF. Je vais vous envoyer un mail pour que vous puissiez évaluer votre cyberscore. Donc attention, le cyberscore, c'est un décret qui a été voté. On parlait tout à l'heure de l'aspect légal. Le cyberscore devient effectif en octobre ou en novembre 2023. Donc vous connaissez tous le Nutri-Score. C'est pareil, le cyberscore. Donc en gros, qu'est-ce que c'est le cyberscore? C'est que les grosses entreprises vont devoir afficher sur leur site internet l'état de sécurité des données qu'elles hébergent. Toujours pareil, pour pouvoir vous sensibiliser, vous, utilisateurs, à visiter des sites qui sont plus sécurisés que d'autres ou à prendre vos responsabilités lorsque vous irez sur un site Internet qui sera classé E. Quoi qu'il en soit, on vous donne la possibilité d'évaluer votre cyberscore via un questionnaire de 10 minutes et tout ça pour après avoir accès à un rendez-vous expert d'1 heure qui, toujours pareil, vous est offert et qui va pouvoir commenter votre cyberscore, les recommandations qui vous seront faites, etc., etc. À savoir 2 types de recommandations, des recommandations 100% gratuites, hein, avec des outils 100% gratuits, des services 100% gratuits et d'autres avec des services professionnels. J'en ai terminé pour moi. Je vais regarder maintenant quelles sont vos questions et je vais couper le partage. Alors, Emmanuel, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Oui, oui, oui. Alors, j'ai bien aimé parce que je les ai lus en même temps. Enfin, c'est dans questions-réponses. Il y a Irène qui. On est conscrit, puisqu'en septembre 2020, Irène a eu la chance d'avoir effectivement une cyberattaque Ouais, la chance. par ransomware. Ouais, enfin, moi, je dis avec le recul, en fait, pourquoi Oui, je dis la chance? Parce que il y a des personnes qui arrivent à se projeter, se dire, OK, on va mettre en place les choses pour éviter que ça arrive. Et puis, il y en a d'autres, ben, on attend, et souvent, c'est ça, on est le nez dans le guidon, on attend.
on n'a pas aussi conscience que c'est dangereux, et puis on attend d'être au pied du mur pour essayer de régler les problèmes. Et finalement, grâce à cette cyberattaque, des choses qui, au niveau informatique, que je n'arrivais pas à faire passer depuis des années, ou si j'avais eu l'idée de les faire passer, par exemple, mettre en place un EDR, puisque désormais on est équipé d'un EDR, quand ça sortait, j'aurais dit un an avant, bah, tiens, on va mettre en place un EDR, sauf qu'un EDR, grosso modo, c'est entre 6 et 8 fois le prix d'un antivirus, globalement. J'aurais proposé ça à mes associés, mais on aurait dit, bah, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça, on ne voit pas l'intérêt. Sauf qu'effectivement, suite à la cyberattaque, bah, qu'est-ce qui s'est passé? L'EDR, il n'y a pas eu de débat. Ça coûte 6 à 8 fois, bah oui, bah on met en place parce que de toute façon, faut choisir entre la peste et le choléra, soit perdre son business, soit pouvoir continuer à travailler. Bah, si on veut continuer à travailler, bah, effectivement, il y a des investissements, il y a des dépenses qu'il faut faire. Suite à ça, on était en simple authentification quand on se connectait au VPN. Désormais, ben, on est en double authentification. Les mots de passe, désormais, c'est au moins 12 caractères avec les complexités. Le mien, je l'ai décompté, j'en suis à 16 caractères. On les change tous les 3 mois. Voilà, donc on a mis effectivement en place plein de choses qu'on avait déjà, mais qui manifestement étaient pas suffisantes. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque effectivement, quand ça m'est arrivé, j'étais au congrès de Marseille, j'en ai discuté, puis c'était incroyable. À la limite, j'étais presque le seul à qui ça n'était pas encore arrivé. Et donc, comme les techniques se complexifient, que c'est le jeu du chat et de la souris, et donc effectivement, enfin, ou plutôt du gendarme et du voleur, et que le voleur, effectivement, a toujours un coup d'avance et qu'on a un décalage, bah, il faut réussir à suivre ce mouvement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, on aura beau mettre toutes les techniques qu'on veut, il y a un élément fondamental, c'est l'humain. Et effectivement, si l'humain, on a beau effectivement dire faut faire ci, faut faire ça, et que c'est pas appliqué, que le collaborateur clique sur n'importe quoi, enfin, ou l'expert comptable, hein, parce qu'à chaque fois c'est le collaborateur, mais ça peut être le gentil expert comptable qui dans le feu de l'action, fait pas attention et clique à un mauvais clic, effectivement, ben, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Et après, je vous redonne la main. Autre point, effectivement, c'est toujours pareil, quand ça arrive, on n'est jamais préparé. Et donc, effectivement, le point 6 que indiquait Elie, c'était de prévoir effectivement les procédures. C'est le jour où ça arrive, où on a effectivement un ransomware, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi notre plan de continuation d'activité, c'est quoi le plan de reprise d'activité, si on a une arnaque au président, enfin, les différents cas de figure pourraient effectivement avoir ces procédures. Et puis essayer aussi, c'est toujours pareil, c'est quand on fait des sauvegardes, on dit oui, il faut faire des sauvegardes, j'ai des bonnes sauvegardes, mais les principes informatiques, c'est de les tester au moins une fois ou deux fois dans l'année pour être sûr que si on doit remonter les sauvegardes, est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est pas le jour où on est au pied du mur, où on doit tout reconstruire et puis qu'on s'aperçoit que la sauvegarde n'est pas valable, ben c'est trop tard. Donc effectivement, il faut prévoir, comme le fait la RATP, dans le cadre de la crue de la Seine, la RATP, effectivement, tous les ans, elle s'entraîne à mettre des moellons, à mettre du Ok. ciment pour protéger les entrées des bouches de métro et limiter le risque le jour où il y aura une crue centenaire. Pour être prêt, ben, il faut qu'on fasse la même chose chez nous. Ok. Alors, juste merci Emmanuel. Peut-être pour conclure cette première étape, ce premier niveau du parcours cyber Guardia ECF. Alors, peut-être juste un petit point, Emmanuel. Tout ce que vous venez de dire est juste, mais ne s'applique pas aux sociétés de moins de 10-15 collaborateurs. Aujourd'hui, il y a vraiment deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont les moyens d'être organisées informatiquement, et il y a les entreprises qui utilisent l'informatique et qui doivent, entre guillemets, se débrouiller par elles-mêmes. Euh, pour autant, vous êtes confrontés aux mêmes problématiques et à la même cybercriminalité. Donc, dans le cadre de vos parcours, je vous ai envoyé 2 emails. Je vous en enverrai un troisième avec les supports de formation plus quelques liens et autres informations pour que vous puissiez compléter. Là, vous avez reçu l'email numéro 2 qui consiste à créer votre accès. Créer votre accès, pourquoi? Parce que sur la plateforme Guardea, vous allez trouver vos gestionnaires de mots de passe, vous allez trouver des fiches de bonne pratique, vous allez trouver beaucoup d'informations qui déjà va rehausser le niveau de connaissance de l'entreprise, plus des outils open source, des outils gratuits qui vont là aussi renforcer la sécurité de votre système d'information. Lors de votre évaluation, je vous ai également envoyé la possibilité de réserver votre rendez-vous expert avec moi
Prenez les devants, n'attendez pas de faire votre cyberscore pour caler votre rendez-vous. Pourquoi? Parce que les agendas se remplissent très vite et que l'évaluation du cyberscore, vous la fera en 10 minutes de manière très simple. Pour revenir sur les dernières questions, concernant les gestionnaires de mots de passe, vous les trouverez dans la marketplace. Et la personne qui me dit, oui, les gestionnaires de mots de passe se font attaquer. Oui, aujourd'hui, on attaque tout. Google se fait attaquer, Facebook se fait attaquer, etc. Par contre, il y a des entreprises qui savent réagir, comme le disait très bien Emmanuel, et il y en a des entreprises qui ne savent pas réagir. Donc, effectivement, LastPass a été attaqué. Effectivement, KeePass a été attaqué. Eh ben, ça favorise le fait que vos mots de passe, vous devez les faire vivre et devez les changer de temps en temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, personne ne peut se prétendre ne pas être attaquable. C'est pas possible. Par contre, il faut que vous sachiez comment réagir. Donc, pour comment réagir, finissez votre parcours. Vous allez sortir de là avec beaucoup plus de, je dirais, de praticité dans votre capacité à, je dirais, résister ou savoir réagir face à des attaques cybercriminelles. Il y avait une dernière question, je crois, j'en regarde vite fait. Excusez-moi. Et après, j'en aurai vraiment terminé. Avez-vous des exemples logiciels adaptés au stockage sécurisé des mots de passe de nos clients? J'utilise Dashlane. Dashlane, c'est très bien. Vous avez aussi une version payante et une version gratuite. Très bonne solution. Si vous devez retenir un dernier conseil aussi, il ne sert à rien de se laver les mains si vous ne demandez pas aux gens que vous croisez de se laver les mains. Donc, les règles de sécurité que vous vous imposez ou sur lesquelles vous faites attention pour préserver votre activité, vous allez aussi commencer à en parler à vos partenaires, à vos fournisseurs et à vos clients. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là vous envoient des mails. Et un jour, ils vont vous envoyer un ransomware. Donc, vous faites attention, hein, à bien faire en sorte qu'il y ait du gel hydroalcoolique à l'entrée. Et ben, c'est pareil. N'hésitez pas à sensibiliser votre écosystème. Ça aura au moins le bénéfice de montrer que vous êtes un chef d'entreprise averti, alerte, et que vous faites attention à des règles de sécurité. Donc, pour les petits cabinets, aujourd'hui, pour moins de 1 000 € à l'année, vous allez pouvoir, je dirais, je préfère jeter des chiffres, vous allez pouvoir vous sécuriser de manière convenable. Ça ne veut pas dire se protéger contre tout. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut plutôt être prêt à réagir à tout que chercher à se protéger contre tout. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire retenir justement pour les petites structures. Donc, sachez réagir, soyez accompagnés, continuez le parcours, hein, vous allez voir. De toute façon, vous avez un certain nombre d'outils qui sont utiles. Vous allez pouvoir tester la sécurité de votre site internet, etc., etc. Je n'ai pas reçu de mail. Regardez, alors je regarderai si j'ai les mails de tout le monde. Ça, c'est pour vous, Gisèle. Regardez, je ferai le point avec Emmanuel. Regardez sinon dans vos spams. Hein, peut-être que je suis arrivé en spam moi aussi. Mais, vous voyez. Voilà, on ne fait pas confiance à Guardea. Ouais. Voilà. Je vous ai montré un exemple que même Guardea a été attaqué. En Quoi fait, qu'il en soit, ouais. c'est un deepfake. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui fait parler Ellie. Non, pas encore. On n'en est pas encore Mais là, mais bon. non. Quoi qu'il en soit, je vais respecter l'heure. J'ai dépassé de 5 minutes. Je vous prie de m'excuser. J'espère que ça aura été utile. Si vous avez d'autres questions, on va vous envoyer aussi un 3e mail avec les supports dans lequel il y aura mes coordonnées. Vous pouvez aussi vous adresser à Emmanuel. Et en tout cas, merci Emmanuel de cette première étape, et on vous attend jusqu'à la 4e étape, et prenez votre temps et au plaisir d'échanger de nouveau. Parfait. Merci Elie pour votre expertise, et puis merci aux gens, aux personnes qui se sont connectées. Et puis je laisse Vincent, je vois que Gwen n'a pas reçu non plus le mail, enfin de suivre ça pour qu'on puisse vous faire passer les éléments. Et donc si vous n'êtes toujours pas adhérent ECF, pensez à adhérer pour bénéficier des avantages, effectivement, notamment commerciaux du partenariat avec Guardea. À très bientôt. On vous laisse à vos bilans et à très bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.